80. 80. 80. Bienvenue à un nouvel épisode de notre podcast 80 et de l'Alliance française de Bogota. Et aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Calgero Sciandra, qui a été directeur à l'Alliance française. Dans quelle année, monsieur? Dans quelle année vous étiez? 2003-2008, pendant 5 ans. D'accord, donc vous pourriez nous raconter un peu comment c'était l'Alliance à l'époque et pourquoi finalement vous avez décidé de venir à Bogota, ou si c'est une décision du ministère. Alors, si vous commencez par ce sujet, c'est une entrée particulière parce que, en fait, moi, je n'étais pas du tout dans le réseau des alliances auparavant. J'étais plutôt dans le réseau de la coopération technique. Je travaillais dans les universités, dans les développements de programmes universitaires plutôt. Le programme que j'avais envisagé avait pris du retard et le ministère m'a demandé soit de reporter d'1 an mon départ, soit d'accepter un poste qui venait de se libérer à Bogota en dernière minute, et je l'ai appris au mois de juin pour arriver au mois de septembre. Donc, je suis donc arrivé dans le réseau des alliances presque par erreur, si on peut dire. Ce qui est certain, c'est que effectivement, quand on m'a proposé Bogota, pour être franc, c'était quand même 2003. C'était une des années encore difficiles pour la Colombie. Et je venais avec ma famille et mon fils, notamment, de 16 ans, qui entrait au lycée français. Et donc, nous sommes questionnés. Et des amis latino-américains, notamment un ancien ambassadeur du Mexique que je connaissais, m'a encouragé à accepter le poste, et il m'a dit que je serais heureux de découvrir ce pays, ce qui a été la réalité. Ah, d'accord. Mais disons, monsieur, vous parlez espagnol, j'imagine. Vous êtes arrivé. Pas du tout. Ah, pas du tout. Pas du tout. Ah, pas du tout. Je ne parlais pas espagnol du tout. Je n'avais aucun lien avec le français langue étrangère, et je n'avais aucun lien avec l'activité culturelle, puisque je vous dis, j'étais assistant technique dans des dossiers de construction et de création d'universités plutôt technologiques. Je suis ingénieur de formation, et donc je n'avais aucun lien, et je ne parlais pas espagnol du tout, sauf que je parlais italien. Et donc, ça m'a permis, je pense, assez vite d'acquérir les outils en quelques mois pour pouvoir me débrouiller en espagnol. Et donc, effectivement, je ne parlais pas du tout espagnol en arrivant. Et au moment d'arriver à Bogota, c'était quoi l'information que vous avez reçue? Non, l'Alliance française de Bogota est telle, c'était quoi le repère de... L'Alliance française de Bogota, les informations que j'avais reçues, c'est que l'Alliance française de Bogota subissait la conjoncture de l'époque. Il y avait quand même, depuis les années 2000, même avant 98, je crois, de mémoire, jusqu'à l'époque, l'Alliance de Bogota stagnait. Il y avait entre 5 et 6 000 étudiants, et ça ne bougeait pas. Une alliance qui stagnait et qui avait besoin probablement de projets différents, etc. Et il y avait combien de professeurs, d'enseignants à l'Alliance, au réseau de À Bogota? l'époque, il devait y avoir une centaine, mais tous n'étaient pas à temps plein. Il devait y avoir à peu près 100 personnes, une centaine de personnes, mais qui travaillaient à temps partiel au lycée français et en partie à l'Alliance. J'ai pas les statistiques. Mais c'était quand même, disons, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 60 professeurs, 65, je pense. Et quand vous êtes arrivé, vous avez pensé, bon, je vais mettre en place ces changements pour améliorer la situation, pour augmenter le chiffre d'étudiants. Alors moi, comme je n'arrivais pas de ce réseau, j'ai fonctionné avec mes outils,
et ma façon de voir les choses. Et ce que j'avais constaté, c'est que il y avait donc, ça se gérait plutôt en cours interne. Il y avait plutôt des cours en interne et les cours externes étaient quand même, il y avait des possibilités de développement, selon moi. Dans les universités, dans les entreprises? Dans les universités, dans les entreprises, et puis la spécialisation des cours français plus spécifiques. Comme je venais aussi de l'ingénierie, donc je pensais qu'il fallait mettre en place des formations FLE plus spécifiques dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'ingénierie, etc. Et accompagner cela aussi d'un parcours pour que les étudiants puissent faire, puisque c'était quand même l'époque où on envisageait beaucoup de doubles diplômes, puisque j'étais moi dans cette activité-là auparavant. Mon travail, c'était de mettre en place des doubles diplômes entre des universités françaises et des universités étrangères. Et donc, l'opportunité de travailler dans cette dynamique avec beaucoup d'universités colombiennes qui envisageaient l'internationalisation des universités. Alors, il y avait de l'internationalisation par le biais de programmes partagés avec d'autres universités. Et l'idée, c'était de développer avec beaucoup d'universités françaises. Cela avait comme effet induit de développer les cours de français, puisque si on avait de nombreux programmes de double titulaire, on développait donc l'intérêt pour le français en second plan, puisque les étudiants envisageaient d'aller faire une partie de leur parcours en France la plupart du temps. Donc c'est cette stratégie sur les cours externes qu'on a essayé de développer assez vite. Et bon, mais au final, c'était que c'est le résultat de ces programmes, de cette mise en place de la double titulation ou double diplôme. Alors, moi, j'ai des chiffres, ils pourront être vérifiés. On est passé de 6 000 étudiants à 12 000. Ah, on a doublé. On a doublé en 5 ans le nombre d'étudiants et on a doublé partout. On a augmenté de mémoire de 50% en interne et en externe le reste. Donc, et donc, ça a eu un effet important. À partir de 2006-2007, on a vu les chiffres, la croissance à 2 chiffres, plus de 10%. Une année, on a eu 23% de croissance ou 25% de croissance. Donc, très vite. On est même, juste pour la gloire, on est même devenu l'alliance numéro 1 au monde en 2007, je crois. Oui, on avait, dans ces entretiens, on a rappelé que dans un moment donné, l'Alliance française de Bogota était la première au monde, non? Et donc, on est arrivé à être la première alliance au monde, effectivement, parce que cette dynamique, on avait une dynamique de croissance à 2 chiffres. Alors, bien sûr, une croissance d'élèves, ça ne se fait pas simplement virtuellement. Il a fallu mettre en place des infrastructures. C'est là qu'on a acheté le Cedrito, qu'on a agrandi au nord. Et donc, on a eu un public au nord qu'on a pu servir avec moins de... Parce qu'à l'époque, il y avait quand même les fameux trancones de Bogota comment? Ils continuent. Ils continuent, oui. J'imagine. Mais donc... Ils sont pires aujourd'hui. Et oui, surtout à Cedritos. Surtout à Cedritos, parce que... Bon, et donc, on a donc, en plus du centre, de l'Alliance du Centre, qui était plutôt dédié aux étudiants et aux cours externes, développé donc le Cedrito. Et puis, très vite, on a vu, et parce que le Chico était un problème d'un point de vue légal, on ne pouvait plus d'abord s'agrandir, et en plus, en termes d'activité, c'était une zone qui ne convenait pas. Donc, il a fallu qu'on trouve une réponse aussi au niveau du Chico. Et là, c'est les bonnes relations avec l'ambassade qui nous ont permis de racheter l'espace André Mauroy, qui est à côté de l'ambassade. C'est là est arrivé. Pendant vous étiez directeur, n'est-ce pas? Oui. Donc, vous savez, vous étiez au début où? Au Chico. Au Chico, dans la maison. Oui, dans la petite maison du Chico, dont je ne me rappelle plus exactement l'adresse, mais c'était une toute petite maison et elle était limitée en taille. Et donc, on l'a vendue
Je crois qu'il y a un immeuble maintenant, un immeuble résidentiel. Et on a donc acheté le terrain à côté de l'ambassade. Et là, on a construit l'immeuble avec l'architecte Salmona. Et donc, ça a permis de développer donc, tous ces cours. Mais pour vous dire, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que on est passé de 6 000 à 12 000 en 5 ans. Donc, c'était une croissance à deux chiffres. Alors, une croissance, c'est bien, mais encore faut-il qu'elle fasse de l'argent pour pouvoir faire ses investissements. Donc, l'autre travail qui a été aussi le fait de peut-être ma culture, c'est qu'on a structuré l'ensemble de la chaîne de valeur. On a mis en place des processus qualité, des manuels, des modes opératoires, tout un processus qu'on utilise dans les universités ou dans d'autres dispositifs éducatifs. Et donc, on a un peu plus professionnalisé les choses, ce qui fait qu'on a mieux rentabilisé les cours. Chaque cours dégageait beaucoup plus d'argent et les points d'équilibre étaient mieux contrôlés, etc. Et donc, tout est devenu plus rentable et donc, on a pu dégager des marges pour pouvoir investir. Et je me souviens très bien que on a juste fait un emprunt de 1/3 du budget du nouveau centre. C'est-à-dire que les 2/3 ont été autofinancés par l'argent qu'on dégageait et seulement 1/3 a été apporté par des emprunts à la banque qu'on a remboursés, je crois. Après, j'étais plus là, mais qui ont été remboursés très vite. Mais tout ça pour dire qu'on avait bien, non seulement on s'était développé, mais on avait structuré les processus de façon à dégager de l'argent pour ces investissements. Parlez-moi un peu de Bogota. Et comment c'était votre vie à Bogota? Vous vivez où? Vous avez des souvenirs de la ville? Ah oui, oui, alors donc j'ai d'excellents souvenirs puisque, bon, d'abord j'habitais dans le quartier du Chico euh, et, c'était une époque, alors une anecdote, c'était une époque où on construisait beaucoup et donc en 5 ans j'ai déménagé 4 fois et donc d'excellents souvenirs de je dirais, d'un Bogota qui sortait un peu de, de ces années un peu difficiles et qui faisait beaucoup, beaucoup de fêtes. C'était la fête. Ces années-là, c'était des années de fête. Oui, 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 c'était pareil avec le directeur actuel. Il est arrivé le jour de la fête des étudiants, donc c'était la cause. Donc c'est toujours comme ça. Et, bon, c'est pas toujours comme ça, mais j'imagine que ça fait partie de l'ambiance à l'époque, non? Un réveil, non? Ça. Et sortir d'une pause, de voilà, ces cauchemars du terrorisme, de. Bon. C'est ça. C'est ça. Et tout le monde en avait besoin et c'était très bien comme ça. Et ça se matérialisait à l'Alliance parce que bon, il y avait une très, 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 très excellente ambiance et avec une relation très facile avec toute l'équipe. Et donc, il y avait très souvent des fêtes, des pauses festives, euh, Festa Criolla, et il y en avait quelques-unes quoi, dans l'année. Chaque anniversaire était un prétexte aussi. Oui, 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 j'imagine. Non, et vous savez, pour la fête des années 81, et on aura 1000 invités. Donc, on n'a pas perdu les habitudes, les mœurs de faire des fêtes. Bravo. Alors, moi, j'étais arrivé en 2004, on avait fêté les 60 ans. Ah, d'accord. Donc, on avait organisé les 60 ans. Mais j'imagine que 80, ça se mérite encore plus. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous avez fait pour l'anniversaire de 60 ans? Alors, j'ai du mal à me souvenir, honnêtement, parce que donc la fête était... Comment? Vous vous souvenez pas, donc la fête a été bonne? Non, je pense que c'était les premières années un peu encore tendues. En 2004, ça commençait à être bien à Bogota à partir de 2005. De 2005 à 2008, les 3 dernières années ont été vraiment des années de liberté totale. Mais 2004 était encore une année un petit peu Tendue, oui. compliquée. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, je me souviens plus. Je sais qu'on avait fait une belle réception, mais c'était on avait fait quelques réceptions intéressantes. Je me souviens qu'on avait accueilli tout le réseau des alliances françaises. On avait accueilli le réseau des alliances françaises d'Amérique latine à Bogota, en 2006 ou 2007.
et on avait privatisé le musée Botero. euh, donc, on les avait accueillis au musée Botero. C'était Wow. magnifique. Et donc, tout le monde est reparti enchanté de l'accueil qui avait été réservé par les Colombiens au réseau. Alors, on avait eu tous les directeurs et tous les présidents de l'Alliance d'Amérique latine réunis pendant 2 jours où on avait fait un séminaire. Mais en privatisant le musée, ça avait été vraiment génial. Ah, j'imagine, j'imagine. Donc, je pense qu'on avait fait une fête de ce type-là dans un musée, probablement. À l'époque, on travaillait beaucoup avec le musée national et puis le musée Botero. Euh, C'était nos 2 acteurs principaux. Vous vous souvenez de votre plat préféré? Qu'est-ce que vous aimez manger quand aimez manger? L'ariaco, c'était classique et Merci. normal. Mais alors, à l'époque, je vais vous dire que franchement, on commençait à voir de la cuisine péruvienne avec Ah oui, Astrid et Gaston qui oui, arrivaient et tout le monde se jetait à l'époque sur ces nouveaux chefs. Et en 2008, quand on est parti, on a commencé à voir de la cuisine gastronomique colombienne à l'image de Astrid et Gaston. Et c'était dans des restaurants, je ne me rappelle plus de cette rue où c'est près du musée national, où il y a tout un tas de restaurants. la Euh, Macarena. Comment? La Macarena. Je me C'est un souviens quartier qui plus. s'appelle La Macarena, derrière la Plaza de Toros. C'est ça, la Macarena, oui, oui, exactement. Et là, il y avait plein de restaurants de très, très, très bon niveau qui commençaient à faire de la gastronomie colombienne. Et après avoir été directeur, vous êtes retourné à Bogota comme tourisme. Alors, je suis revenu à plusieurs reprises parce que ensuite, je suis parti travailler donc, dans mon secteur et j'ai intégré l'Agence française de développement. Donc, l'Agence française de développement qui est aussi au Cedrito, en Colombie. Donc, mais moi, je l'ai rejoint à Paris. Et donc, on avait des projets en Colombie de financement institutionnel d'universités et d'établissements, notamment dans la formation professionnelle avec le Sénat. Et donc, je suis retourné à plusieurs reprises étudier des financements pour développer des institutions éducatives en Colombie, et notamment à Bogota. Donc, je suis retourné jusqu'en 2016. Et je voulais maintenant parler un tout petit peu de comment vous voyez ces changements. Donc, dans ce moment, l'Alliance française se trouve, disons, moitié virtuelle. Non, on a des cours bimodaux, que c'était des cours qui sont virtuels mais aussi présentiels. Il y a des étudiants présentiels, mais ici, parfois, il y a 2, 3 étudiants virtuels. Et on est en train de travailler sur l'intégration de l'intelligence artificielle à l'Alliance française. Donc, comment vous voyez ces changements? Comment vous voyez l'Alliance française au futur? Vous parlez de ça, mais bon, c'est difficile de faire tout le bilan de ces 5 années, mais l'autre élément important, ça a été la digitalisation de l'Alliance française pendant ces années-là. Et c'est vrai qu'on a fait un énorme travail. Ça a été à Bogota, mais aussi tout le réseau, de piloter tout ça. Donc, je pense que ça a été le premier site web moderne de l'Alliance française de Bogota à l'époque. On avait fait faire un diagnostic, on avait pris des consultants. Et on a débuté à cette époque-là les premiers enseignements en ligne à distance D'accord. et qui complétaient la formation en présentiel avec les premiers tableaux blancs numériques, etc. etc. Donc ça, C'était quelle année la mise en place? 2007, on a commencé en 2007-2008 de mettre en place ces premiers. C'était un objectif, c'était une ligne de produit, dire attention, ça va se développer, Bien sûr. il faut le faire vite et bien. Les tableaux blancs numériques, la digitalisation et la mise en place d'un parcours individualisé, particulièrement à travers l'enseignement en ligne complémentaire. À l'époque, on n'était que sur de l'enseignement en ligne complémentaire. On ne faisait pas du full digital. On faisait que du complément. C'est-à-dire que tous les étudiants venaient en présentiel et ils avaient des exercices, des travaux. Ils allaient à la vitesse qu'ils voulaient, quand ils voulaient, à distance, chez eux, avec un compte ouvert.
individuelle. Non, et cette mise en place, ça ressemble un peu à ce qui arrive maintenant, parce que bon, on est en train de, bon, on discute maintenant l'intelligence artificielle, comment l'intégrer et vite, et j'espère bien aussi à nos cours. Donc, quels seraient les conseils que vous donneriez aux directeurs actuels et les directeurs qui vont venir? Parce que à chaque génération, j'imagine, il y a un changement comme ça, il y a des innovations toujours à faire. Donc, comment vous l'avez bien fait à l'époque? Alors, à l'époque, on n'était pas sur de l'intelligence artificielle. Hein. L'informatique va nous amener à compléter. Nous, on pensait qu'il fallait compléter la formation présentielle par de la formation virtuelle en ligne, en complément. Qu'on n'allait pas effacer, parce qu'en plus, c'était notre business, notre activité. On n'allait pas effacer l'activité présentielle. On n'allait pas vendre que du cours virtuel seulement. Et donc, la question qui s'est posée, c'était comment on articulait ça à l'époque. Aujourd'hui, je pense que la chose a bougé plus vite encore que ce qu'on pouvait penser. Alors, je ne suis plus dans cette activité-là sur l'apprentissage de langue, mais dans l'enseignement tout court. Aujourd'hui, il y a on l'a vu à cause du Covid, en plus, tout ça a été accéléré par le Covid. Il y a donc du présentiel physique, du présentiel virtuel, et puis du travail autonome sur des travaux, des exercices, etc., qui, là, font que l'intelligence artificielle, finalement, elle va corriger, donner un autre exercice, compléter, alimenter, je dirais, être presque un tuteur de l'étudiant. Il va pouvoir canaliser les exercices qu'il faut lui donner de façon intelligente. C'est-à-dire qu'il va pouvoir, lui, travailler. Et quand il y a un travail individuel, à l'époque, il y avait encore besoin d'un formateur qui dise, OK, tu as fait ces exercices, la prochaine fois, tu me feras ces exercices. L'intelligence artificielle, elle peut réguler tout ça. Elle peut aujourd'hui suivre de façon autonome, je dirais, l'évolution, je suppose, hein, l'évolution d'un étudiant en l'accompagnant comme un conseiller, comme un tuteur qui voit ses défauts, qui voit ce qu'il faut corriger, etc., aussi bien qu'un formateur. Ça ne le remplace pas, mais à mon avis, ça peut remplacer dans tous les travaux personnels, déjà. Parce que le prof, il est pas à la maison avec l'étudiant. Donc, l'étudiant, il était seul, et aujourd'hui, il est plus seul parce qu'on peut lui raccrocher, je dirais, un dispositif qui va lui permettre de se corriger, d'améliorer ses travaux et de personnaliser son travail personnel, quoi. D'accord, donc vous pensez que les professeurs ne vont pas être remplacés? L'intelligence artificielle simplement va accompagner, disons. Je pense qu'on peut complètement là inventer une voix qui va me remplacer et vous remplacez vous avec une image, ça c'est évident. Mais je pense qu'on aura toujours besoin, on l'a vu avec le Covid, on a besoin quand même de rire avec la personne en face. On a besoin d'une réalité vivante. Et je ne sais pas, mais je me souviens par exemple de certains cours à l'Alliance qui seront difficilement remplaçables. Par exemple, les cours avancés où il y avait une dizaine de personnes qui venaient le matin et qui lisaient le même livre pendant une semaine et venaient en cours parler de ce livre en français et donner leur point de vue, ce qu'ils avaient pensé du livre, etc. Ça, c'est irremplaçable. Vous le faites avec de l'intelligence artificielle, vous enlevez 80% de l'intérêt. Vous enlevez, ça n'a pas d'intérêt. Alors, est-ce qu'il y aura des choses, ce qui est un peu automatique, qui seront automatisées, mais ce qui est vivant, je pense que ça sera difficile de l'intégrer dans de l'intelligence artificielle, enfin, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Encore, faut-il voir comment ça évolue, mais
Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je continue à être optimiste, mais je ne sais pas combien de temps je vais rester dans mon optimisme. Merci pour l'espoir et merci pour cette conversation, Monsieur Siandra. Je pense que votre témoignage est important pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bon courage. Merci beaucoup, merci beaucoup. 80. 80. 80.